La semaine vous a paru longue, très longue, presque trop longue. Tout ça est maintenant chose du passé. Au cours des prochaines heures, installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et permettez-vous du rêve ou de préparer votre prochaine escapade. Laissez Guy Martin vous amener sous le signe de Simplement plein air. Des chroniques, des interviews passionnantes par des gens passionnés qui vous amèneront loin du quotidien. Voici votre hôte, Guy Martin. J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser. Qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre. Peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement plein air. Simplement plein air, c'est pour les amants de plein air. Asseyez-vous confortablement à la Simplement plein air et bonne émission. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Yves Chalifou, salut. Le deuxième Kojak. Salut Guy. Ouais, les Kojak et Kojak, on n'a pas un poil pour ceux qui nous voient, parce qu'il faut dire aussi, le Yves, qu'on est présentement sur la vidéo aussi. Là. On fait les deux, on fait radio et on fait vlog en même temps. Tu sais que c'est pas nécessairement un cadeau à leur faire. Hein? Attention aux âmes sensibles, soit dit en passant, on ne mord pas, mais on ne dérougit pas non plus. Oui, c'est ça. Hey, écoute Yves, j'aimerais ça qu'on parle un peu qu'est-ce qui s'en vient dans les semaines, dans les prochaines semaines, et même aujourd'hui, là, mais dans les prochaines semaines, surtout, là, c'est ça bouge, hein? Écoute, hormis les classiques, on peut les appeler comme ça, là, les fameuses chroniques, là, je prends entre autres Serge Dapraz, je prends Louis-Alexandre, je prends entre autres Véronique Lévesque, on a décidé de ramener un volet, si tu veux, entrevue. Et là, on en a des entrevues comme c'est pas possible. Oui, puis très intéressant. Très intéressante. Écoute, on va avoir M. Alain Cossette. Qui est Alain Cossette? Alain Cossette est le directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Si on parle plus de 200 associations et clubs, on parle de plus d'une centaine de milliers de membres. Et lui, il se trouve à parler pour nous, l'ensemble des chasseurs et pêcheurs. On va parler aussi, entre autres choses, avec un gars de Rouyn-Noranda, M. Roger Larivière. Bon, c'est un gars qui roule sa bosse depuis quelques années. C'est un biologiste, c'est un botaniste, mais aussi, il est auteur. Il y a 5 ouvrages, là. Il y a 5 ouvrages qu'il a fait paraître. Et pour vous dire que non, je ne mens pas, j'ai un de ces 5 ouvrages. D'ailleurs, bientôt, il va partir en tournée de promotion. Donc, on va parler de mycologie. J'entendais tout récemment mentionner qu'au Québec, étant donné qu'on n'a pas eu de pluie pendant le printemps, on n'a pas eu de pluie non plus cet été, en tout cas, ce qu'on est supposé d'avoir comme été, paraîtrait-il que la récolte de champignons va être excellente. On va regarder tout ça avec M. Larivière et entre-temps, lui va revenir justement d'une étude qu'il a fait avec les gens de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Écoute, dans les entrevues qu'on va avoir, entre autres choses, cette saison, on peut parler de la Fédération québécoise des sports cyclistes, que ce soit sur route, que ce soit en circuit urbain, même le fat bike. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont s'adonner aux cyclistes. Un sujet qui va être assez intéressant. Est-ce que tu connais l'art de la fauconnerie? Qu'est-ce que la fauconnerie? Comment on devient, est-ce qu'on peut dire maître fauconnier? On va avoir entre autres Audrey Marquis, la seule maître fauconnière en région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça, je te dirais, moi, que c'est un sujet qui m'intéresse fortement parce que je voulais anciennement, puis je veux encore, là, m'adonner à ce... parce que c'est vraiment un sport... pour les gens qui connaissent pas ça... C'est pour ça que c'est du sport. C'est du sport. Écoute, c'est tellement un univers différent. On le sait que, ça existe pas depuis hier, ça existe depuis des millénaires. C'est ça, et c'est
surtout une activité qu'on nous a fait croire qu'elle était surtout du côté du Maghreb ou des pays arabes. Mais bien au contraire, là, il y en a ici, et ça, ben, ça promet d'être toutes des entrevues avec Madame Marquis. Mais lorsqu'on parle de plein air, on parle aussi d'activité nautique. Oui. Lorsqu'on parle d'activité nautique, ça peut être un plan d'eau, un lac, ça peut être une rivière. Et malheureusement, année c'est après pas juste année, de la pêche. c'est pas juste de la pêche. Non. Ça peut être du canoë-kayak, ça peut être tout simplement quelqu'un qui perd pied. Là, hein? Malheureusement, ça arrive. Donc, lorsqu'on parle d'accessibilité et d'accès sur un plan d'eau, on ne peut pas faire autrement que de vouloir parler aussi de sécurité nautique. On a aussi, là, en banque, si tu veux, M. Reynald Hawkins. Qui est M. Reynald Hawkins? Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. C'est la référence en termes de dispenser l'information pour ce qui est de la Société de sauvetage du Québec. Soit dit en passant, je te donne un Guy, la Société de sauvetage du Québec existe pas depuis 2009, mais depuis 1909. Wow, donc, okay. ça fait très, très longtemps que ces gens-là sont là. Donc, on va avoir l'occasion de s'entretenir là, avec M. Hawkins, qui est une référence. Et il y a une foule de petites surprises que je vous réserve, justement. Tu sais, justement, en parlant de sécurité nautique, là, de plus en plus, et de moins en moins. Vous allez voir pourquoi je dis de plus en plus, de moins en moins. De plus en plus, les gens respectent les règles de sécurité nautique. De moins en moins de noyades au Québec. Oui. Et ça, c'est vraiment ce que me faisait remarquer M. Hawkins. Mais on va parler, entre autres, aussi de choc thermique. On arrive à l'automne, donc le choc thermique. Oui. Choc thermique, soit dit en passant, là, on peut tout aussi bien le ressentir en plein été à 25 degrés avec la différence de la température de l'eau. Oui, puis ça, il y a peu de gens qui savent ça. Il y a peu de gens qui le savent, donc on a une foule de sujets qui s'en viennent. Bien entendu, Guy, il y a aussi, on peut pas passer à côté, là, les fameuses chroniques que tu as, tes collaborateurs. On pense à Serge Daprat, on pense à Martine Chavigny, on pense entre autres à Véronique Lévesque, et là, j'en passe et j'en passe. Oui. Un gars qui ne cesse de me surprendre et que je trouve chanceux de pouvoir balancer une canne à mouche aussi bien qu'il le fait. Moi, je l'appelle le petit Blouin, mais dans le fond, il est pas si petit que ça. Donc, t'en as aussi à chaque semaine là, des chroniqueurs qui sont comme ça, qui sont à côté. Oui, puis on a un chroniqueur qui s'en vient aussi. Là, on va parler bientôt de la marche à pied. Il y a quelqu'un qui s'en vient bientôt. Je ne dévoilerai pas de nom, il ne veut pas qu'on le fasse. On va faire une grande surprise. On a aussi le fat bike. Le fameux fat bike. Le vélo à roues surdimensionné. Les roues à ballon. Les tire balloons, c'est ça. Les tire balloons. Il faut dire quand même que quand il fait moins 20, moins 25, aller se promener en vélo, je ne sais pas si vous pensez que je vais aller me promener, mais moi, je vous laisse. Moi, j'y vais. J'aime ça. Lui, il va y aller. Moi, je suis maniaque. Maniaque de vélo. Malgré que je ne l'ai pas sorti une fois pendant l'été encore. C'est vraiment... Là, on l'a pris en défaut, madame, monsieur. On a pris Guy Martin en défaut. Il n'a pas sorti son bicycle. Ben, rassurez-vous, moi non plus. On est tellement souvent en studio qu'on n'a pas le temps. C'est ça, exactement. Mais on est obligé de se sacrifier quand même, le Guy. Là. On va se sacrifier là, parce qu'on parle souvent d'aller faire de la reconnaissance terrain, d'aller prendre une marche. On va y aller, nous aussi. On va se sacrifier pour aller reconnaître le terrain. Super, non, il faut, là, puis on s'en va, là, cette semaine, on le dira pas, là, mais on s'en va, on va peut-être avoir un petit peu de vidéo là-dessus. On dira pas où non plus. Non. Ça, c'est un futur terrain. C'est un terrain de chasse, mais c'est de la randonnée, hein, donc on va avoir de belles images à vous rapporter. Et puis, écoutez, encore sur ce, nous, on vous le dit, écoutez, à toutes les semaines, il y a du nouveau chez Simplement Plein Air. Il y a des chroniqueurs qui ne craignent rien, ne se répètent pas. Donc, Simplement Plein Air, c'est pour vous qu'on le fait. Et puis, on le dit souvent, c'est... écoutez, on est là. Si vous avez des questions, on est là à tous les dimanches au soir au niveau du vlog. Allez sur @Simplement Plein Air Facebook. Vous allez voir aussi de plus en plus de vidéos. Donc, pour les gens de la radio, naturellement, on va voir, là, venez faire un tour.
Vous allez aimer ça. Et si jamais vous voulez voir ça sur notre site, allez sur le www.simplement-pleinair-simplyoutdoors.ca. Vous avez des questions, vous voulez me rejoindre, vous auriez des idées de personnes à interroger, yves@simplement-pleinair-simplyoutdoors.ca ou info@simplement-pleinair-simplyoutdoors.ca. Et voilà. Fait qu'on se retrouve, Yves, la semaine prochaine. Oh oui, la semaine prochaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Nancy Proulx-Martin pour la chronique Simplement Beau. Cette semaine, on va rester dans la thématique que j'ai commencée la semaine dernière. C'est s'alimenter pendant la chasse ou pendant une randonnée pédestre. La semaine passée, j'avais parlé de la soupe du chasseur. Cette semaine, c'est une barre énergisante dont j'ai nommé barre Simplement Plein Air. Tout ce que vous avez besoin est une tasse de chaque ingrédient, plus les œufs, la poudre à pâte, la vanille, l'huile de tournesol et la cassonade. Le temps de préparation pour cette recette est de 10 minutes. La cuisson entre 20 et 25 minutes et ça donne 10 rectangles environ. Celle que moi j'ai préparée, ça donne 12 barres là, à peu près. Alors préparez vos papiers, crayons, je vous donne les ingrédients. Vous avez besoin de 1 tasse de farine de blé, 1 tasse de farine non blanchie, 1 tasse de flocons multigrains, 1 tasse d'avoine, 1 tasse de raisin sec ou tout autre fruit sec. Moi, dans ma recette, j'ai utilisé des Chip-It au beurre de peanut, le Reese, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez pour cette recette. Ensuite, vous avez besoin d'une tasse de graines de tournesol, une demi-tasse de graines de lin, et 1/4 de cuillère à thé de poudre à pâte, 2 cuillères à table d'extrait de vanille, une demi-tasse de cassonade, 6 œufs et 25 ml d'huile de tournesol. Pour la préparation, préchauffez le four à 375 degrés Fahrenheit. Dans un bol, mélangez les ingrédients secs, soit la farine de blé, farine non blanchie, les flocons multigrains et l'avoine, les raisins secs ou les pépites, les graines de tournesol, les graines de lin, la poudre à pâte. Et voilà pour ce premier bol. Dans un autre bol, mettre les œufs, la vanille et l'huile de tournesol. Battre les œufs et ensuite les mélanger aux ingrédients secs et assurez-vous que le mélange soit bien mouillé et bien homogène. Dans un plat en pyrex allant au four 9 par 9 pouces environ, l'enduire d'huile végétale et ensuite étaler le mélange bien uniformément. Placez le plat au four et laissez cuire entre 20 et 25 minutes. À la sortie du four, laissez refroidir une dizaine de minutes et coupez en lanières égales le long du plat et ensuite coupez-les en deux, ce qui vous donne une dizaine de barres. Et ensuite, laissez-les refroidir complètement et mettez-les dans un sac à lunch, genre Ziploc pour le transport ou dans un plat hermétique. Voilà, c'est tout pour cette recette. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions concernant cette recette, veuillez me contacter par courriel à bouffe, B-O-U-F-F-E, à commercial, simplement-pleinair-simplyoutdoors.ca ou en allant sur la page Facebook de Simplement Plein Air en cliquant sur Messages et en indiquant la recette que vous avez écoutée, ainsi que vos commentaires et suggestions, et il me fera plaisir d'y répondre et de prendre vos commentaires en considération. Vous désirez participer à l'émission? Pas de problème. Il suffit de me faire parvenir un courriel à l'adresse que je vous ai mentionnée ou via
notre page Facebook en cliquant sur Messages et par la suite, nous allons partager votre recette ensemble en ondes et elle se retrouvera dans le livre de recettes volume 2 de Simplement Bouffe. Vous n'avez pas encore votre exemplaire, le premier livre de recettes? Il suffit d'en faire la demande soit par courriel ou via notre page Facebook, comme je vous l'ai mentionné, en indiquant que vous désirez un livre de recettes, combien, et par la suite, nous rentrerons en contact avec vous pour vos coordonnées et pour la livraison. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette chronique. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine! Cette portion de l'émission vous est présentée par... Vous souhaitez le succès lors de votre prochaine excursion de chasse? Monsieur Bouffe innove. Cet automne, procurez-vous les leurres olfactifs et gustatifs Tierbock. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda au 819-797-2564. Bonjour et bienvenue à cette période d'entrevue. Comme on vous a dit aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir de grandes pointures, pour pas dire des grosses pointures. Écoutez, mon prochain invité, c'est un gars qui est grandement impliqué, autant dans la chasse que dans la pêche, que dans la défense de nos droits. C'est un gars qui s'implique dans cet organisme-là depuis des années. Aujourd'hui, il en est directeur général. Je parle de monsieur Alain Cossette, qui est directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bonjour, monsieur Cossette. Bonjour, M. Chalifou. Dites-moi... Et quand vous parlez d'années, là, ça fait quasiment 20 ans que je suis ici à titre de directeur général. Donc, c'est pas d'hier votre implication là, dans la FDCP? Oh, j'ai été même bénévole avant. Mais on dit justement, on dit implication 20 ans, la FDCP. La FDCP qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas toujours appelé comme ça et ça n'a pas commencé il y a 20 ans non plus. Oh non. La Fédération, c'est un regroupement de bénévoles et ça a débuté en 1946. Et la Fédération était là justement pour défendre les droits des chasseurs et des pêcheurs et de s'assurer que nos activités de prélèvement, que sont la chasse et la pêche, puissent se poursuivre dans le futur. Et puis la Fédération, présentement, il y a environ 200 associations qui sont membres de la Fédération, qui sont réparties à la grandeur de la province du Québec, aussi bien que dans la région de l'Abitibi, que dans la région des îles de la Madeleine. Et en passant par la Côte-Nord, on est à la grandeur de la province. Et on est divisé par région. On est 14 régionales, qui ont un président régional bénévole qui est nommé par les associations. Puis en plus de ces associations-là aussi, nous avons qu'on appelle des membres partenaires. C'est des gens qui croient à notre organisation et qui deviennent partenaires. On a une cinquantaine. Ça peut être aussi bien des villes là, telles que la ville de Trois-Rivières ou d'autres organisations comme celle-là. Monsieur Cossette, je vous entends parler de membres partenaires. Pour ce qui est de monsieur puis madame tout le monde, là, vous et moi, là, on ne connaîtra pas la FDCP. On veut devenir membre. Est-ce qu'on doit nécessairement passer par... j'entendais parler que vous aviez plus de 200 clubs, 200 organismes, 125 000 membres. Moi, si je veux devenir membre de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, est-ce que je dois absolument être membre de ces regroupements-là ou je peux l'être à titre individuel? Il y a deux façons de l'être. Quelqu'un qui veut s'impliquer dans son milieu localement, c'est très important, puis c'est très valorisant aussi faire du bénévolat. C'est pas toujours facile, mais c'est valorisant. Et les gens s'impliquent dans leur communauté, se font connaître dans leur communauté, font des projets dans leur communauté. Ça, c'est des gens qui deviennent membres d'une association qui s'implique localement. Mais si on prend au niveau de la fédération globalement, quelqu'un peut devenir membre individuel. C'est 50 $ par année. Et là-dessus, les gens reçoivent aussi le magazine Sentier Chasse et Pêche. Ils ont une assurance qui les couvre pendant les activités. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils montrent qu'ils adhèrent à l'organisation qui défend les droits des chasseurs et des pêcheurs. J'imagine que depuis le temps, Monsieur Cossette, vous vous êtes certainement fait demander et poser à maintes reprises la question. C'est quoi les valeurs que vous défendez au niveau de la Fédération? Oui, il y a beaucoup de valeurs, mais la première en partant, c'est que pour nous autres, le gibier, c'est un bien collectif. Ça appartient à tous. Puis les valeurs, on a même développé des codes de comportement. Pour nous autres, une fois que le prélèvement, quelqu'un qui va faire du prélèvement, il faut que ça soit fait dans le plus grand respect de la faune et de la réglementation, surtout. Et puis aussi, ce qu'on demande aux gens, c'est de faire dans le but que l'animal ne souffre le moins possible. Donc, si on parle d'un gibier, c'est que
sa mise à la mort, autrement dit, va se faire le plus rapidement pour que le gibier n'ait pas à souffrir. Et après ça, c'est de respecter cette venaison-là qui est, soit dit en passant, très, très bonne et excellente. Et on a même des livres de recettes qui sont gratuits que les gens peuvent voir sur notre site Internet à fedcp.com. La fameuse volonté que l'animal souffre le moins possible, vous faites probablement référence au code d'éthique du chasseur, qu'on va pouvoir en parler également. Mais au niveau des valeurs, on peut pas parler valeurs sans qu'il y ait mission. Je veux dire, la Fédération n'existerait pas depuis 1946. En fait, c'est probablement l'organisme buffonique le plus ancien au Québec. Du moins, vous êtes probablement parmi les plus vieux. Mais la mission de la Fédération québécoise, outre le fait là, de nous représenter, il y a certainement autre chose aussi. Oh oui. Mais vous savez que la notion de conservation, c'est une notion qui est venue dans le temps et qui est venue principalement par des chasseurs. Parce que les gens avaient compris que si on veut récolter, il faut respecter notre environnement, puis il faut qu'on ait du gibier, donc il faut respecter les habitats. Donc, on parle de notion de conservation. Et c'est de là qu'en 1980, la Fédération s'est développé une filiale. Cette filiale-là, qui est une filiale en conservation, c'est la Fondation Héritage Faune. Cette fondation-là va même octroyer pas loin de 300 000 $ annuellement aux différentes associations qui sont membres chez nous pour qu'ils fassent des projets, soit de relève ou soit d'aménagement. Pour ça, c'est important. Mais si on va avoir de la relève, puis on va avoir des gens sur le terrain, on a aussi créé une organisation en 1995 qui s'appelle Sécurité Nature. Le but de Sécurité Nature, c'est l'action éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Et ça, vous voulez faire référence à ce qui était auparavant le fameux InfoSécure. Oui, exactement. C'est anciennement InfoSécure. Et le nom a changé, mais ça reste que depuis 1995, même cette organisation-là, en plus de faire de l'éducation de différentes façons, comme on l'a fait avec des mouvements scouts et autres, on a développé des programmes tels que des fonds de jeunesse et tout ça, mais aussi donne les cours pour former tous les nouveaux chasseurs. Les fameux PESCOF. Oui, c'est le PESCOF, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le programme d'éducation en sécurité et en conservation de la nature, de la faune. Et ce programme-là se donne depuis 1972 par la Fédération, mais en 1995, la Fédération a dit, ben là, ça demande beaucoup de temps, on a créé une autre filiale qui est Sécurité Nature avec des présidents différents et des bénévoles qui sont différents de ceux de la Fédération. Autrement dit, on a une fédération, on a deux branches qui sont différentes par la suite. Un volet qui est vraiment formatif avec Sécurité Nature. Oui, et là-dessus, je pourrais même vous renchérir en disant que c'est 450 moniteurs bénévoles à la grandeur de la province qui donnent les cours. Ben, c'est pour le grand public. C'est quelque chose. C'est toute une structure qui est même enviée dans la plupart des autres provinces. Autrement dit, on a une fédération, on a deux volets différents et par la suite, il y a des champs d'activité qui sont là, ce qui veut dire que la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs est là, bien établie depuis longtemps et on est à peu près certain que ça va être encore pour longtemps. Ce qui m'amène à dire, M. Cossette, qu'on ne pourra pas régler le problème, si vous voulez, c'est un heureux problème de la Fédération québécoise en une seule entrevue. Parce que dans un prochain temps, on va parler des champs d'action de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On va parler aussi du fameux code d'éthique que vous et moi, on connaît quand même beaucoup. Parfait, ça va me faire excessivement plaisir. Ça va être un immense plaisir de vous retrouver très prochainement. C'était Alain Cossette, directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Merci, bonne journée. Cette portion de l'émission vous est présentée par Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca, yurt.ca. Et nous voici de retour en studio. Cette fois, on va parler taxidermie avec Madame Martine Chavigny. Salut Martine. Salut. Écoute, Martine, la vidéo bœuf musqué, là, le Muscat, là, on a fait fureur avec ça ici chez Simplement Plein Air. On va dire que les gens en redemandent. Fait que c'est vraiment le fun. Je pense même que je vais isoler cette vidéo-là et puis on va la faire passer sur le site Internet aussi, parce que la demande est bonne. Mais là, voici que toi, comme on en avait parlé, on avait discuté dans l'émission précédente,
Tu as été à Drummondville et tu as fait de quoi de hyper intéressant? Oui, ben c'était à Yamaska, enfin, pour vrai. Là. Ah, OK. Ça se faisait chez un des membres de l'ATQ. Puis lui a une grosse ferme, puis un gros garage. Fait qu'on était très bien installés. On avait toutes des tables à l'intérieur. Puis on était une trentaine. Il y en a qui avaient amené le projet. Il y en a qui avaient rien amené. Il y en a qui venaient juste pour regarder, pour apprendre, parce qu'il y avait des séminaires au travers de ça. Là. Il y avait des formations spécialisées pour les chevreuils. Il y en avait sur les poissons, la peinture, le airbrush. Il y en avait sur les oiseaux aussi. Il y avait des gars qui ont beaucoup d'expérience en oiseaux, qui ont gagné des compétitions qui étaient là. Fait que c'était bien intéressant. Oui, puis ça, comme tu me le disais, c'était chapeauté par l'ATQ qui est l'Association des taxidermistes du Québec. Donc, c'était une activité quand même là qui avec des gens tu me dis il y a des nouveaux, mais il y a des gens là-dedans, j'imagine, qui donnent les séminaires là, que c'est des experts, hein? Oui, il y en a que ça fait des trentaines d'années qui font ça, 40 ans. Puis il y avait aussi lui qui a vraiment fondé l'ATQ, il était là, c'est un monsieur d'Ontario. Puis il s'appelle John Sanzo. Puis lui, il donnait des trucs aussi à travers de tout ça. Fait que c'était bien intéressant. Puis ceux qui donnent les formations en poisson ou en chevreuil, eux autres, des fois, ils ont été en compétition mondiale, où ils ont même été jurés. Qui ont été jurés au mondial en Ontario. Oh là là, oui, c'est intéressant. Ça commence à être vraiment intéressant, c'est certain. Et puis, naturellement, là, les gens de la radio, vous ne voyez pas ce qui se passe présentement, mais on a une vidéo sur le vlog. Okay? Si vous voulez aller voir ce dont on parle présentement avec Martine, allez sur soit @simplement plein air sur Facebook, naturellement, ou aller au www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca et vous allez voir ce dont on parle. Vous allez voir parce que Martine nous a fait une vidéo et qui est fort intéressante d'ailleurs et on voit présentement les images. Pendant que nous, on parle, les images, c'est pas des photos, là, c'est une vidéo que Martine nous a fait et puis vous allez voir, là, vous voyez ce qui se passe là-bas. Et puis, wow, c'est super intéressant. Et puis ça, là, Martine, est-ce que c'était ouvert aussi aux gens pour aller visiter ça? Là? Si, admettons, le pseudo, la personne qui se dit, je devrais pas dire le pseudo, mais la personne qui se dit, ah ben moi, coudonc, ça m'intéresserait peut-être la taxidermie. Oui. Il y a des gens qui sont juste venus par curiosité. Ils peuvent venir juste voir ce qui se passait là-bas, puis voir nos montages, puis nos choses. Il y en a qui ont vraiment juste venu voir. Là. Puis il y en a que c'est pas des taxidermistes, il y en a que c'était du monde que ça l'intéresse tout simplement. Hein. Oui, c'est ça, parce que j'imagine, avant de se lancer, hein, on est un peu tous comme ça, avant de se lancer dans une aventure, surtout comme la taxidermie, ben, on aime bien aller investiguer un peu, aller voir ce que ça a l'air, aller voir des experts et puis se renseigner, même ne serait-ce que si on veut pas le faire commercialement, mais juste comme hobby, parce que j'imagine qu'il y en a qui le font juste pour eux, hein? Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup même comme ça qui le font juste pour eux ou juste pour des amis un proches. Petit cercle, là. Il y en a c'est qui ça. Ils ont pas le temps d'en faire plus parce que des fois, quand on commence, ça va quand même assez vite. Là. Il y a de l'ouvrage beaucoup là-dedans, fait qu'il faut avoir du temps. Puis... Oui, puis ça peut être absorbant, là, comme tu le dis, là. On s'implique et puis il faut apprendre aussi, comme dans toute chose, si on veut atteindre un résultat adéquat, ben naturellement, on a une courbe d'apprentissage qui vient avec aussi, là. Oui, ben moi, je pense qu'il faut pas arrêter justement de faire des séminaires comme ça, de faire de la formation, faire une compétition de temps en temps, parce que, tu sais, c'est sûr, on n'est pas obligé de faire ça tous les ans, mais c'est là qu'on apprend, fait que ça vaut la peine de le faire, là, si on veut tout le temps s'améliorer, là, parce que il y a tout le temps des nouveautés là-dedans aussi. Oui, parce que finalement, on apprend par... en voyant, si on veut, là, des experts, des personnes
des personnes qui réussissent. Et puis, c'est là qu'on apprend des petits trucs. Et puis, de là, ben naturellement, on parfait notre art, parce que c'est un art, la taxidermie. Hein, parce qu'on en voit, comme je te disais un peu plus tôt, tantôt, j'écoutais une vidéo que je vais te faire parvenir le lien, où j'ai vu des nouvelles, ben c'est pas une nouvelle façon, mais de quoi que j'avais jamais vu en taxidermie, des positions d'animaux assez spéciales. Peut-être que toi, tu les as vues parce que tu es là-dedans, mais moi, j'avais jamais vu un ours coucher les pattes comme ça, là, comme il est vraiment au repos par terre, là. J'ai trouvé ça impressionnant. Puis tout de suite, ben naturellement, je pensais à toi. J'ai dit, peut-être que Martine, ça va l'intéresser. Fait que je vais t'envoyer ça naturellement, tu vas voir. C'est vraiment, vraiment spécial. Mais des rendez-vous comme ça, Martine, est-ce qu'il y en a à tous les années ou à toutes les... C'est sûr qu'il doit en avoir, mais à combien de fois par année on a des Normalement, on en fait une par année. Je sais pas si à un moment donné, il va en avoir plus, mais c'est quand même pas mal d'organisations. Mais normalement, il y en a une dans l'été. Là. Des fois, il y en avait une dans l'hiver aussi, si ça se faisait pas à l'été. Mais normalement, c'est une par année. Puis là, ben avec les compétitions, ben là, on a d'autres séminaires là, qui nous donnent là-dedans aussi au travers. Sauf qu'il faut payer là, pour ça. Oui, c'est ça. Mais écoute, Martine, moi, déjà, le temps file tellement vite, là. Si on veut te rejoindre pour avoir justement de l'information sur, parce qu'on sait, là, la chasse à l'orignal s'en vient, hein? Là, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans les bois, là, très bientôt, parce que la chasse à l'arc débute bientôt. On le fait de quelle façon? Ben, sur mon cellulaire, dans 819-442-2453 ou sur Messenger, Facebook. Parfait. Donc, merci beaucoup, Martine, et tu passes une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ben, merci. Bonne semaine. J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser. Qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre. Peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement Plein Air. Simplement Plein Air, c'est pour les amants de plein air. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Cet automne, question d'être bien équipé et de ne rien manquer pour la prochaine saison de petit gibier, le gros gibier ou la sauvagine? Un seul endroit, Pro Nature Rouyn-Noranda, 59 avenue principale Rouyn-Noranda, au 819-797-2300. Et nous voici de retour de la pause avec notre ami Luc Hervé Blouin. Naturellement, vous savez, on parle pêche à la mouche. Salut Luc. Salut Guy. Hey, grosse semaine de pêche? Oui, grosse semaine. On a fait une petite fin de semaine au brochet, on s'est amusé, bien du plaisir avec ça. Ah, c'est le fun. C'est toujours le fun. C'est l'important, c'est être dehors. Ah oui, ça c'est clair. En plein air, c'est ça qui est important. Et cette semaine, tu veux toucher un sujet qui semble des fois être anodin, mais je vous dirais quelque chose à la pêche à la mouche. Un bon ferrage, c'est important et surtout quand on parle de truite. Ah, quand on parle de truite et quand on parle aussi de toutes les espèces, parce que moi, je vous dirais que de niveau personnel, au niveau du ferrage, c'est là que je vais perdre presque... Quand j'ai à en perdre un poisson, là, c'est souvent, pas au niveau du ferrage, là, mais ça va se passer dans les 30 premières secondes. Si ça se passe dans le début du combat, ne posez pas de questions, la réponse c'est souvent le ferrage qui était le problème. Et puis, j'ai fini par adapter différents styles de ferrage selon les situations. Parce que un ferrage, je vous dirais, classique, on va avoir tendance à lever la canne puis à ferrer avec notre canne. C'est ce qu'on apprend, c'est comme ça qu'on a commencé. Surtout les gens qui ont commencé comme moi au lancer léger, je pense que c'est beaucoup la majorité des personnes qui ont commencé comme ça quand on était petit, puis on va au lancer léger, on change par la suite, ou on fait les deux, peu importe. Mais là, je vais vous parler de ferrage. Je vais commencer par la truite. On va visiter les différentes espèces par la suite. Par la truite, on va aller en Gaspésie, parce qu'en Gaspésie, il y a de la truite de mer, il y a de la truite de lac, il y a un peu de tout, puis je vais glisser un mot sur les deux. Donc, au niveau de la truite, si vous pêchez de la truite en mer, on va commencer ça. On pêche la truite en mer, on est en embouchure ou directement en mer.
on va pêcher la truite en noyé, comme si on faisait une dérive au saumon avec un lancer style en 45 et on laisse la mouche dériver vers le bord. On pêche comme ça. Bon, des règles de base que j'ai comme appris ou que je trouve qui va mieux durant les années, si on pêche avec une grosse mouche, on va augmenter la grosseur de notre bas de ligne. Ça pêche mieux et ça fait des plus belles dérives lorsqu'on pêche comme ça. Donc souvent, si j'ai un streamer d'environ 2 pouces, peu importe la grosseur de votre hameçon, selon la longueur de l'hameçon que vous utilisez, peu importe, grosse mouche ou plus grosse mouche, plus gros bas de ligne. Donc si, pour moi, là, aussitôt que je tombe en 10, 12 livres, pour pêcher la truite, c'est très rare que je vais aller en haut de ça. Il faut vraiment que même 8, 10, 12, je vais utiliser un ferrage qu'on appelle strip set. J'ai essayé de traduire ça. Je connais pas vraiment le terme français, mais c'est un ferrage qu'on va tirer sur notre soie avec notre main qu'on strip habituellement. Donc, on tire sur notre soie avec notre main et on va se servir de ça comme ferrage. Donc, la pointe de la canne qui va toujours suivre la mouche. Et puis, au moment de l'attaque, on fait en tirant sur notre soie. Ce que je remarque beaucoup, c'est que la truite de mer va arriver en banc. Donc, comme qu'elle arrive en banc, et bien là, je vais la ferrer en faisant comme ça parce que, en tirant sur ma soie, parce que souvent, j'ai remarqué que j'ai un attaque, puis des fois, il y a 2, 3 truites qui s'en intéressent. L'avantage de ferrer comme ça, c'est que la mouche va avancer de 4 pouces, 6 pouces dans l'eau. Donc, si jamais on rate notre coup, ou qu'on fait trop tôt, ou que la truite l'a mal pris et qu'elle sort de la gueule, on est encore dans la zone payante. Donc, on peut aller chercher soit une autre truite, soit elle peut revenir. J'ai déjà vu ça à peu près partout. Donc, ça va vraiment nous permettre de prendre plus de poissons à ce niveau-là. Ce qu'il faut faire attention beaucoup, c'est que, étant donné qu'on fait avec notre poignet, ou même la truite va simplement donner un petit coup de poignet vers le bas, ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on fait moins fort, mais c'est pas vrai, parce qu'on est en contact direct avec la mouche, donc on fait beaucoup plus fort qu'on pense, puisque la canne n'absorbe aucune énergie. Donc à ce niveau-là, faites attention. Probablement, lors de vos premiers essais, surtout si vous avez un body un petit peu plus petit, vous risquez d'en casser une ou deux. Un ou deux bas de ligne, j'en ai cassé plusieurs, j'ai appris par la suite, on finit par gager notre force, comment s'enligner, ça va bien, et puis des fois on a un drôle de réflexe au début, là on tire sa soie, puis on essaie de faire en même temps, ça fait une drôle d'affaire, mais on s'en sort bien, et ça vous permet de prendre plus de poissons. Si on pêche la truite de mer aussi dans les fosses, et puis là dans les fosses, je remarque moins cette compétitivité-là, de plusieurs truites à la fois sur ma mouche, je vous dis pas que ça arrive pas, et souvent là, je vais aller avec une présentation qui est beaucoup plus délicate, et j'ai plus tendance à lever ma canne, de ferrer avec ma canne, comme toujours, surtout si je pêche en sèche avec des petites mouches ou même plus grosses, si je veux aller un plus petit bas de ligne pour la présentation plus délicate, je vais me servir de la canne pour absorber l'énergie. Donc ça, c'est ce que je fais principalement. Au niveau de la truite en lac, si je fais une approche à la sèche, je vais aussi ferrer avec ma canne. Mais si je fais une approche style en nymphe, en mettant une ou deux nymphes et on les laisse tomber dans l'eau, mais là, probablement que je vais aller de très petits strip sets, des petits coups sur ma soie, parce que je vais utiliser un bas de ligne fin et ça va me permettre de prendre plus de poissons aussi à cause de la compétitivité, interespèces. Souvent, les truites en lac qui vont sonner 2, 3, 4 ensemble, et puis là, il y a une mouche, c'est comme la première qui saute dessus. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent. Donc, en allant avec un tout petit strip set, ma mouche qui va bouger de 2, 3 pouces dans l'eau, ou 4 pouces même, mais elle reste là. Donc, si ça manque la première, l'autre peut sauter dessus. Ça nous donne vraiment un avantage à ce niveau-là. Ça faisait un petit peu le tour pour la truite de ce que je voulais vous dire. Donc, faites attention de ne pas ferrer trop fort, ça devrait bien aller. Au niveau du saumon, j'en avais glissé un mot, le saumon qui est très puissant, qui arrive de des façons tellement différentes. Si je suis au saumon, je vais toujours, presque toujours, du moins, utiliser ma canne parce que je veux absorber de l'énergie. C'est tellement puissant un saumon, je ne prendrai pas la chance de le perdre en n'utilisant pas ma canne, en ayant un contact direct avec lui. Je pense que c'est beaucoup trop risqué. Donc, je vais utiliser ma canne pour absorber de l'énergie. Puis, ça fait un ferrage qui est plus délicat, qu'on a moins de chances de casser. Au bord rayé, poids rayé, maquereau, morue, j'ai tout pêché sans mouche en Gaspésie quand ça venait près du bord. C'est beaucoup là que j'ai appris du strip set parce que c'est des gros bancs qui arrivent en feu. Et puis là, ça, le bord rayé, autant que ça peut être difficile quand il veut pas, mais quelqu'un qui veut, c'est malade, ça mord de partout, c'est incroyable. Pareil pour la morue quand elle vient au bord, pareil pour le maquereau. Et puis là, ça m'est arrivé souvent de ferrer et d'en prendre un, d'en manquer un. Des fois, là, j'ai été jusqu'à 4. Là. Des fois, je manquais 4 attaques sur le même lancer, puis je finissais par prendre le 5e. Donc ça, je trouvais ça incroyable. Et puis là, en faisant un strip set, là, c'est là toute l'importance du strip set, d'aller tirer sur votre soie avec votre main en ne bougeant pas votre canne, en laissant votre canne pointer. C'est vraiment là que c'est important, parce que, justement, si on lève la canne, mais là, on sort, soit la mouche, on la sort, soit on la bouge d'au moins 6 pieds. Et puis là, si on est sorti du banc, on n'a plus la chance de prendre d'autres poissons qui peut nous nuire ou peut-être que c'était le poisson de votre vie que vous venez de perdre à cause de ça. Donc, je pense que c'est des
poissons, si vous allez au bar rayé, vous allez voir tout l'avantage du trip set. Surtout qu'au bar rayé, souvent, on va se servir de nos deux mains. On va mettre la canne en dessous de notre bras et on ramène la soie avec nos deux mains pour avoir un mouvement continu sur votre mouche. Donc là, vous avez même plus de main sur votre canne. Donc, c'est sûr que vous allez vous servir de vos mains pour effectuer le ferrage et de cette façon, vous allez augmenter votre nombre de frises de façon considérable. De ton côté, Guy, as-tu déjà utilisé cette technique-là? J'ai utilisé la technique quand j'étais en Floride là, pour faire court. Là, c'est dans le temps qu'on allait au Redfish. Et puis moi, ce que je faisais, vu qu'on pêche avec la grosse mouche, et puis le Redfish a vraiment une façon de prendre la mouche, je donnais juste pas un coup, mais je baissais le bout de ma ligne vers l'eau. On dirait que ça fait comme... bateau, t'étais sur l'eau. Non, j'étais directement dans l'eau. OK, puis ta canne était un petit peu plus haute, tu baissais vers le bas. Baissais un petit peu vers le bas, et puis ça avait comme action d'aller les agrafer, le Redfish, un petit peu plus. Vous voyez, on apprend tous les jours la pêche à la mouche. C'est une technique que je vais Très essayer. bonne technique pour le gros poisson. Hey, écoute, Luc Hervé, le temps passe tellement vite. Si tu nous donnerais tes coordonnées si on veut avoir plus d'informations. Yes, encore une fois, gênez-vous pas, Luc Hervé Blouin par Facebook, ça va me faire un grand plaisir. Puis, semaine prochaine, ne manquez pas ça, on continue sur le ferrage avec d'autres espèces. Super. Ben nous, on se retrouve la semaine prochaine, Luc Hervé. Tu passes une bonne semaine. Bonne semaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Bonne journée à vous. Merci d'avoir choisi Simplement Plein Air. Justement, en entrevue Simplement Plein Air aujourd'hui, avez-vous regardé lorsque vous avez un VR ou une sellette d'attelage ou une grande roulotte, vous voyez très souvent un logo FQCC. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'on vous a renseigné? Savez-vous l'ensemble des services? Tout ce que ça peut faire pour nous aider. Ben, pour le savoir, j'ai avec moi Madame Louise Gagnon, qui est directrice des communications à la Fédération québécoise de camping caravaning. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour. Madame Gagnon, oui, des fois, on voit le fameux logo apposé derrière le véhicule, mais on réalise pas tous les services et surtout toutes les facilités, tout ce qu'on peut trouver avec la Fédération québécoise de camping caravaning. Premièrement, vous êtes là depuis combien d'années au juste? Est-ce que vous parlez de moi personnellement ou de l'existence de la Fédération? L'existence de la Fédération. La Fédération, ça fait 50 ans qu'elle existe. Elle a été fondée au mois d'août 1967. Donc, il y a beaucoup de choses qui a pris naissance en 67, comme l'Expo et un paquet d'organismes. Donc, c'est dans ce mouvement-là de vouloir développer le loisir que la Fédération a été formée. Ensuite, donc, ça fait 50 ans cette année qu'on est là et qu'on poursuit notre mission, qui est de faire la promotion de ce beau loisir-là et d'unir les adeptes et de leur donner des activités et des services. Parce que c'est vrai, parce que si on se réfère en 1967, il y avait peut-être 2-3 modèles de roulottes de motorisés, mais aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des sellettes d'attelage qu'on appelle communément la fifth wheel ou les roulottes habituelles, il y a aussi des petits porteurs, on a des petits motorisés. En fait, ça n'a pas arrêté d'évoluer et la FQCC, dans le fond, a suivi le courant en offrant de plus en plus de services. Vous avez, entre autres, oui, la fameuse assistance FQCC. Mais il n'y a pas rien que ça. Premièrement, vous représentez combien de gens vous suivent année après année? Bon, cette année, on a 35 000 familles membres, soit près de 80 000 personnes, tous passionnés par ce loisir-là. Ils ils ont adhéré à la fédération, si on veut, par plaisir, justement, parce qu'on fait de cette activité-là notre point d'honneur tous les jours, mais aussi pour obtenir des réductions, des services et des activités. Comme nos membres ont une réduction sur l'essence, sur les terrains camping pour assurer leur véhicule. Il y a un volet réduction. Il y a un grand volet aussi information. Ils reçoivent le magazine Camping Caravaning. Ils peuvent participer à des formations. On a aussi des rassemblements de fin de semaine, des activités qu'on leur offre. On a des circuits caravanes. On fait l'Amérique du Nord au complet. Donc, nous, une fois que que le campeur est devenu membre, on s'occupe de lui donner de quoi
vivre son loisir le plus possible et même à l'année longue, là. Autrement dit, parce que je regardais sur votre site puis j'ai bien aimé ça, moi je m'achète un motorisé. Disons que je me fais plaisir, je dis à ma blonde, on s'en va, on se fait plaisir, là, on s'évade. Je m'achète un motorisé, mais ça se peut que j'aie besoin d'apprendre à conduire, à manœuvrer ce petit bijou-là. Ouais. Donc, il y a même possibilité sur votre site de pouvoir se renseigner comment conduire un VR. Et je pense que c'est pas rien, que c'est pas un seul des services, parce que j'invite les gens justement à aller faire un tour sur le site de québécois de la Camping Caravaning, oui. Et puis, on parle d'un forum, on parle d'un marché aux puces, on parle d'une bibliothèque. Disons que tout ça, là, ça a commencé quand? Oui, on parle de 1967, mais au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il y a des services, il y a des ajouts qui se sont faits, et c'est probablement ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a plus de 80 000 personnes qui sont avec vous, là. Oui, absolument. Au départ, c'était un petit groupe, peut-être de 2000 à 5000 personnes. Écoute, dans les premières années, la première décennie, la deuxième décennie, ça a été une longue progression. C'est quelque chose qui s'est fait lentement. Il y avait à peu près 5 à 6 000 membres au maximum, puis l'activité principale était d'organiser des rassemblements de fin de semaine. C'est vraiment, le tournant s'est vraiment fait à la fin des années 80, avec l'arrivée du partenaire Leclerc Assurance. Puis là, on a pris un mode offrant des services à nos membres. Et avec ça, on a développé le membership rapidement. De 1987 à 2017, on est passé de 10 000 membres à 47 000 familles membres en 2007. Et ça a coïncidé, comme vous le disiez un petit peu plus tôt aussi. Il n'y a pas juste nous autres qui s'est mis à se diversifier, mais il y a de plus en plus de types de véhicules récréatifs qui sont arrivés. Pendant longtemps, c'était juste la roulotte conventionnelle. Dans les années 80, sont arrivés les autocaravanes, qu'on appelle les Winnebago. Mm-hmm. Après ça, est arrivé la caravane à sellette, les classes B, les classes C. Et ça s'est mis à en offrir pour beaucoup de monde, différents modèles pour différents besoins. Donc, les gens se sont dit, oui, OK, moi, je passe de la tente à la tente roulotte, je vais aller dans un autre équipement. Donc, l'engouement s'est mis, la tendance s'est installée. Et puis, les gens nous ont fait confiance, puis nous ont suivis là-dedans. On a réussi à développer vraiment des choses, comme vous le disiez tout à l'heure, notre programme d'assistance. En fait, c'était inclus dans l'adhésion à la Fédération. Quand vous voyagez à l'extérieur du Québec, vous avez le droit à si vous avez un problème de réparation, vous pouvez appeler 24 heures sur 24 pour obtenir l'endroit où vous pouvez avoir un service. Vous pouvez aussi avoir un service de traduction en simultané. On a, je dirais de 87 à 2017, on a développé des produits vraiment spécialisés, aussi de l'information, comme vous le dites, sur notre site Internet. On informe nos gens tant avant l'achat, choisir comment sélectionner le bon VR, mais aussi autant par la suite, parce que conduire un autocaravane, ça ne prend pas un permis spécial, c'est un permis conventionnel, un permis de classe 5. Cependant, c'est beaucoup plus gros là, qu'une Honda Fit, on va dire. Certains véhicules font jusqu'à 45 pieds. Oui, c'est ça, là. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui s'adaptent facilement parce qu'ils ont soit par leur profession, par leur loisir, ils ont déjà une habilité à conduire des plus gros véhicules, comme par exemple des gens qui ont un homme qui serait camionneur ou une femme ambulancière, des choses comme ça. C'est des gens habitués. Mais quand on n'est pas habitué, ça se fait bien quand même, mais on peut suivre une formation en conduite de VR qui fait en sorte que notre loisir, après, au lieu de nous stresser, on va pouvoir le vivre tout en détente. On a des formations aussi sur l'utilisation de l'électricité, sur le propane. C'est vraiment, là, nous, on encadre les gens pour faire en sorte qu'ils vont pratiquer le loisir du camping le plus longtemps possible et de façon la plus joyeuse possible. Décidément, Madame Gagnon, c'est passionnant, c'est un monde passionnant et qu'on va découvrir justement avec votre collaboration. Entre-temps, on invite les gens à aller faire un tour sur le site au fqcc.ca. Notez ça sur un bout de papier, là. fqcc.ca, c'est la Fédération québécoise de camping caravaning. Je vous dis, là, vous allez rester surpris. Je veux pas faire la publicité, là, mais quand vous avez toute l'information, il me semble que ça va tellement mieux. Madame Gagnon, dans une prochaine entrevue, on va parler des habitudes, peut-être des bonnes et des moins bonnes des gens qui font du camping, mais aussi du fait que est-ce qu'on est vraiment toujours préparé avant de, ce qu'on pourrait dire, grossir. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup, Madame Gagnon, d'avoir été là. Et de notre côté, du côté de Simplement Plein Air, simplement restez avec nous parce qu'on retrouve Guy Martin tout de suite après la pause. Cette portion de l'émission vous est présentée par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Et nous sommes de retour de la pause avec notre ami de la pourvoirie du Lac-Souzy, M. Serge Dapran. Salut Serge. Salut Guy. Hey, écoute, cette semaine, tu veux nous introduire une vidéo sur l'importance de bien placer son site d'appâtage pour l'ours. C'est bien ça? Oui, effectivement. Écoute, j'ai profité de l'occasion. J'avais, cette semaine, c'est-à-dire la semaine passée, j'avais les gars de Les Sauvages qui étaient avec moi. Et dans le groupe, il y a Max Kelly qui commence à chasser à l'arc. Et il a commencé à me poser des questions sur l'installation pour une chasse à l'ours, parce qu'il veut commencer avec une chasse à l'ours. Fait que j'ai dit, écoute, je n'ai profité du fait qu'il soit ici. J'ai dit, je vais aller te montrer une installation. Je vais t'expliquer en détail comment c'est fait. Puis on en a profité par la même occasion pour filmer ça. C'est sûr que, j'ai parlé dans les semaines précédentes un petit peu du même sujet, mais là, j'ai des détails supplémentaires que j'ai parlé, que j'ai discuté avec Max. Fait que je vais vous laisser regarder ça. Puis la semaine prochaine, on tombe avec la deuxième partie, parce que le film total, je pense que c'est 14 minutes. Fait que j'ai fait comme 2 films. Le premier, c'est l'installation du site d'appâtage, et le deuxième, c'est l'installation du chasseur. Donc, c'est deux sujets distincts, mais qui vont pas un sans l'autre. Fait que la semaine prochaine, on va être capable vous allez avoir la conclusion, si tu veux, là, des deux petites chroniques là, que j'ai faites avec Max. Là. Oui, donc allons au visionnement de cette vidéo et on vous revient après. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Serge Dapran. Maintenant, je vous amène dans la deuxième partie de la petite chronique que j'ai faite avec Max, et ça va porter sur l'installation du Mirador. Alors, suivez-nous. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est le Mirador, qui est ta position à toi. Premièrement, tu devrais toujours, au-dessus de l'ouest et là-bas. OK? Ici, on a des vents prédominants d'ouest. Donc, il faut que le vent éloigne les odeurs de l'appât et non pas l'inverse. C'est ça. OK? Et il va toujours falloir que quand tu vas installer ton Mirador, que tu prévois des options. Parce que quand tu vas partir ton appât, tu ne sais pas par où des ours vont arriver. Ils peuvent arriver en dessous de toi, tu sais. Oui, c'est-à-dire que là, ils vont se faire des trails. Si tu regardes ici à côté, là, ouais, on le voit, là. Tu vois la trail. Ça, c'est la trail maîtresse. Un sentier. C'est ça, c'est un sentier. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait l'appât, j'ai attendu que les sentiers s'établissent, et j'ai positionné mon arbre, j'ai positionné mon Mirador en fonction des sentiers et en fonction des vents dominants. OK? Fait que si tu veux, on va aller voir le stand, puis on va regarder ça. Fait que là, tu nous disais que le vent dominant, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il éloigne notre odeur dans le sens contraire de la peau, c'est ça? Oui, exactement. Puis regarde, je pense que toi, tu as une petite vaporette là, pour fumer, là. Ah ouais. Ouais, check ça. Il y a une petite brise, là. C'est-à-dire que tu me disais que le vent, il les éloigne. Ouais, vois-tu le spot est là-bas, là? Sais-tu comment est-ce qu'il s'en va? Ouais, il se pousse. L'odeur se pousse. C'est-à-dire que c'est un vent qui vient de l'ouest. Oui, exactement. Bon, vois-tu, on s'est mis. Bon, ce qui est important, là, tu sais, tu vas être capable de tirer à 25-30 mètres sans problème. Là, on a quoi comme distance, là? Là, tu as à peu près 15-16 mètres, à peu près. OK. Ça, c'est à l'arc, là, c'est le maximum que tu devrais aller. OK? Que tu sois à 25, là, tu vas être dans le rayon, tu vas être dans la bulle de l'ours de toute façon. Fait que tu veux t'assurer une shot safe puis plus puissante. C'est ça, exactement. Parce que tu vas être capable de tirer à 30 à 40 mètres sans aucun problème au niveau précision. Mais, à un moment donné, il ne faut pas que ça joue dans la tête. Tu as toujours une petite inquiétude. Quand tu es toujours dans une distance où tu maîtrises tes capacités, c'est sûr que tu vas réussir ton coup. C'est ça l'important. Tu donnes des chances. Tu donnes des chances. Tu rajoutes une corde à ton arc. Tu rajoutes une corde à ton arc. Elle est bonne. Bon, vois-tu? Là, ce que j'ai fait, j'ai mis un Mirador permanent, ce qu'on appelle un ladder stand. Et si tu remarques, il est face à la peau. Non pas de côté. J'aurais pu le mettre de côté puis tirer comme ça. Mais je viens de m'éliminer des possibilités de tir. Je t'explique. Okay. Si je suis assis dans mon stand comme ça, j'ai 180 degrés que je suis capable de couvrir. Ouais. Si je suis assis comme ça dans mon stand, ton appât est là, j'ai 90 degrés que je suis capable de couvrir. Tu comprends? S'il vient dans mon dos, je suis fait à l'os. Donc, c'est important d'avoir le maximum de chance, de te donner le maximum de chance. L'autre critère,
c'est qu'il faut que tu t'assures d'avoir un arbre qui est sain et en santé, au niveau sécurité. Oh, on a entendu les accidents du monde, les miradors qui tombent. Et tu t'assures que l'arbre est droit. Pour que quand tu vas être sur ton stand, tu vas être de niveau, tu vas être à plat, tu vas te sentir sécure, puis tu ne seras pas à penser, ouais, là, mon stand est comme ça ou il est comme ça, ben tu travailles, puis tu travailles en double, puis là, ça te rentre dans la tête, tu manques ton coup. Pas de casse-tête, là. Tout pour avoir 100% de concentration sur la shot. Que tu utilises ce qu'on appelle un climb-on, un stand que tu vas monter avec des screws, tu vas installer un portable tree stand ou un ladder stand comme ça. Peu importe le stand que tu vas installer, tu t'assures d'être de niveau, d'avoir un arbre de niveau le plus possible, un arbre qui est capable de te donner du couvert. Puis vois-tu, si tu regardes ici en arrière, là, il y a beaucoup de couverts. Là. Ta silhouette va être cachée. Masquée. Elle va être masquée. Si tu es dans un arbre, tu es dans du boulot, puis tu as un boulot qui est gros comme ça, écoute, tu vas avoir l'air d'une planchette allumée en plein milieu de la nuit. Là, tu comprends? Donc, si tu respectes ça, ton gibier va être en confiance, toi tu vas être à l'aise, tu vas être en confiance, c'est 100% de réussite, c'est sûr. Là-dessus, mon ami, good luck. Je m'en vais essayer ça avec tes conseils, je vais suivre ça. Mais non, ça me parle. Puis là, j'en ai appris vraiment plus pour me donner toutes les chances d'être straight devant la peau. Le gibier dans le bon sens, concentration, un gros champ large. Merci mon gars. Good. Et voilà. Serge, écoute, tu vois, la vidéo nous en dit beaucoup. Donc, toi, pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à nous apporter? Ben écoute, là, la semaine prochaine, on va tomber à la deuxième partie. Ce qui est à noter dans la première partie, évidemment, c'est de mettre toujours le gibier dans un état de confiance quand il rentre à l'appât. Ça, c'est la première. Je parle de 2 facteurs importants pour la réussite d'un tir. Puis là, je parle de chasse à l'arc. Hein, je veux que ça soit bien clair pour les auditeurs. Ça n'a rien à voir avec la carabine et avec la méthode du baril. C'est vraiment pour une situation de chasse à l'arc. C'est ce que je fais moi-même personnellement avec mes clients et j'ai du succès. Donc, on voit dans la première partie comment positionner nos appâts pour que le gibier rentre en confiance sur le site de chasse. Puis, écoute, la semaine prochaine, on voit la deuxième partie qui est le positionnement du chasseur par rapport au site de chasse, des vents et des odeurs, etc. Oui, et entre-temps, si on a besoin d'informations, Serge, si on veut en savoir un peu plus, est-ce qu'on peut te contacter et comment on peut le faire? Ben, plus simplement, évidemment, les gens peuvent m'envoyer un message privé sur les différentes pages Facebook que j'ai. Celle de Serge Dapras, chasseur à l'arc et pêcheur. Celle de la Pourvoirie du Lac-Suzy. Celle de Simplement Plein Air aussi. Et via le site internet à www.pourvoirielacsuzy.com. Bon, ben écoute, Serge, merci beaucoup de ton apport et on se revoit, nous, naturellement, la semaine prochaine. Yes, bonne semaine, Guy. Bonne semaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Et nous sommes de retour en studio, cette fois avec notre ami François Blouin, capitaine de l'Alaska et propriétaire et guide de l'Alaska. Mais cette semaine, comme vous vous rappelez très bien, la semaine dernière, François nous disait qu'il partait en vacances et qu'il allait à la chasse et qu'il se rendait sur le réservoir Baskatong. Donc, salut François. Salut Guy. Hey, Baskatong, qu'est-ce que ça a eu l'air cette semaine? Ouais, comme tu as dit en introduction, je suis allé à la chasse au Baskatong, mais on a plus chassé la bébite que pêché. C'est ça. Écoute, ça a été excessivement difficile. Écoute, c'est une gang qu'on se retrouve à chaque année, là, des gens qui travaillent avec ma conjointe, là. Puis on se fait un petit tournoi amical, puis tout ça, là, puis oh boy, que ça a été difficile. Écoute, je te dirais que quand les gens revenaient des équipes de bateaux, quand ils revenaient, puis il y avait eu 5 ou 6 touches dans la journée, là, ils étaient contents. Ouais, c'est là qu'on voit, par exemple, hein? Écoute, c'est un étendue d'eau, je crois que tu connaissais pas, hein?
Non, j'avais jamais été pêcher le Bascatogne. Je suis arrivé là un peu, un peu comme un aveugle, là. On regarde les cartes bathymétriques, puis on essaye d'exploiter les structures, mais tu sais, écoute, c'est quand même un très bon plan d'eau. Fait que essaye de localiser le poisson un peu. On s'informe un peu aux gens de la place, ceux qui l'ont déjà pêché. Puis les gens de la place, ceux qui l'ont déjà pêché, ils te regardent avec un petit sourire et disent bon, tu peux aller essayer dans ce coin-là, mais fait que là, tu comprends que ça servira pas dans le meilleur de la saison. Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est comme les gens qui pêchent les embouchures de rivières en plein été. Ouais, il y a des fois là, que ça peut faire dur un peu, là. Oui, c'est ça. Écoute, c'était bien difficile. La majorité, on a essayé avec un paquet d'affaires, là, évidemment. Jig, traîne, les lignes plombées, les dipsy, peu importe ce qu'on a essayé, les poissons nageurs. On change de l'heure, on change de couleur, on change de vitesse, on change de profondeur. C'est quand tu dis on essaye de varier nos paramètres pour un, couvrir du territoire, puis deux, ben être capable de faire une pêche qui a de l'allure, puis que ça fonctionne toujours pas. Là. Écoute, ceux qui ont le mieux fait là, dans la fin de semaine dans notre petit tournoi, là, ça a vraiment été là, aux dériveurs, aux marcheurs de fond avec au slow depth, là, c'était avec un verre de terre, c'était à peu près la seule façon. Puis pour un pêcheur de saumon comme moi, c'est pas la pêche la plus palpitante. Non, effectivement. Puis une autre chose que j'aimerais rappeler aux gens, c'est que naturellement, là, si vous entendez le bruit d'arrière-fond, il y a deux bruits d'arrière-fond. Il y a François en auto et il y a ici en studio. Il pleut pas dans le studio, mais à l'extérieur du studio, on a un méchant orage. Ouais. On a un vrai temps de canard, pour ainsi dire, qui va bien avec l'été qu'on a. Ouais, hein? c'est ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, ça a été un peu difficile parce que, bon, on a pogné vendredi une journée pas si pire, un peu de pluie en fin de journée. Samedi, journée avec ben de la pluie, des orages passagères, soleil, orage. Fait que ça, c'était c'est pas évident. Des fois, c'est bon avant les orages, mais ça n'a pas été le cas. Fait que... Oui, puis souvent les phases lunaires aussi, hein, les phases lunaires qui s'en mêlent, la pression atmosphérique, comme on dit, on a un été en dents de scie. C'est ça, les phases lunaires, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Oui. Puis ça rejoint ce que moi je vis sur le lac Ontario beaucoup. Écoute, puis comme nous autres, nos petits règlements internes de tournoi, on faisait ça de 6h le matin à 6h le soir. Puis le soir, bon, on se retrouvait toute la gang, un gros souper communautaire, on avait des activités pour les enfants, etc. Tu sais, c'était pas juste une fin de semaine de pêche, là, tu sais, c'est une fin de semaine de plein air, là. Fait que, à un moment donné, on dit on met un stop au tournoi de pêche parce qu'on n'en aura jamais à moitié du monde. Mais pour en revenir à ces phases lunaires, ben, on était quand même proche de la pleine lune en fin de semaine. Fait que, j'ai bien l'impression que nos pêches auraient peut-être été plus fructueuses de soir que de matin, là, par rapport à ça, comme je l'ai déjà dit. Oui, effectivement. Puis la nuit, ben, ça donnait qu'on voyait le beau ciel la nuit, que la belle lune, on voyait super bien sur le lac, sur le Bascatogne. On prenait une petite coupe de vin sur le bord du lac, puis on regardait ça, puis on avait quasiment tout envie de prendre des chaloupes, là. Non, c'est sûr et certain, hein. L'important, par contre, là-dedans, c'est que, bon, il y a du plein air. Tu m'as dit que vous faisiez du camping sauvage, en plus? Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est semi-sauvage, je te dirais. Là, c'est un site, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas rien. Là. Nous autres, on avait amené la tente roulotte, puis on a une batterie pour s'éclairer, mais sinon, ben, c'était ça. Non, mais c'est plaisant, bonne ça. franquette, là, oui. Mais, c'est sûr qu'avec des enfants, la tente roulotte, là, c'est plus le fun que juste une petite tente à terre. Oui, non, avec des enfants, effectivement, pour l'avoir vécu, je peux vous le dire. Et puis, oui, non, c'est absolument... c'est un essentiel avec des enfants qu'il y ait un minimum de confort. Oui, effectivement. Fait que, une bonne tente, il faut être au sec, c'est pas dur, il faut être au sec avec des enfants, là, puis, mais... l'important dans tout ça, c'est, écoute, les familles, c'était une belle fin de semaine familiale. Les familles ont eu bien du plaisir, les enfants ont eu du fun. On a pêché, mais on s'est baigné sur le bord du lac. Les enfants ont joué dans le sable, ça a fait du vélo, ça a couru partout, ça
comme on dit, là, une belle fin de semaine de plein air. Puis ça, c'est le genre de choses que, tu sais, des fois, quand on pêche, puis entre adultes, on acte tout sur la pêche, mais la pêche, c'est aussi le plaisir qui va autour. Oui, absolument. Tu sais, le plaisir avec les enfants, avec les autres pêcheurs, avec les autres familles, avec les amis. En fait, si on enlève ce plaisir-là, je dirais qu'on coupe 70% du plaisir. Oui, non, c'est ça. Et puis, dans les minutes qui nous restent, François, là, c'est le retour à la réalité, non, façon de parler, mais le retour au lac Ontario la semaine prochaine, non? Oui, ben en fait, là, je suis en train de redescendre chez nous, puis demain matin, je repars pour le lac Ontario. Et voilà, c'est ça, là, on repart, tu vas guider, j'imagine, dans les jours qui suivent. Oui, c'est ça. On repart pour le dernier droit de la saison là, jusqu'au mois de septembre. Et voilà. Ben c'est ça. Là. Puis si on veut te contacter, là, je pense qu'il te reste 1 ou 2 journées où tu es complètement bouclé. Non, il reste 3 jours, je crois, de mémoire que j'ai disponible là, dans la semaine dans le coin là, du 22-23, là, dans ce coin-là, là, j'ai 2 ou 3 jours de disponible. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le lac Ontario, c'est le temps d'appeler François. Et donne-nous donc tes coordonnées, François, où on peut te rejoindre aussi ou si on veut de l'information. Oui, bien, il y a mon site internet, lepêchelacontario.ca. Il y a mon numéro de cellulaire, le 819-578-3700. Mon adresse de courriel, fbguide@icloud.com. Puis sinon, ben, par Facebook, je suis facile à trouver, autant ma page personnelle que ma page de guide. Puis via la page et le site de Simplement Plein Air aussi. Oui, absolument. Ben, je te remercie, François, et tu passes une excellente semaine. Naturellement, on se parle la semaine prochaine. Parfait, Guy. Bonne semaine à toi aussi. Bonne semaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault-Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Et nous voici de retour en studio, cette fois avec Madame Véronique Lévesque de la maison Buck Hunter. Bonne semaine, Véronique. Bonjour, Guy. Écoute, Véronique, là, on a parlé beaucoup des petits animaux, des petits bébés ours, des petits bébés chevreuils et tout, mais il y a une chose qui s'en vient à grands pas, vu que l'été se termine et naturellement, l'automne arrive, la saison de chasse s'en vient à grands pas. Écoute, à ce moment-ci, là, les personnes qui ont des salines, il y en a beaucoup qui se posent des questions parce que justement, ça a été un été extrêmement pluvieuse. Est-ce qu'on devrait s'aventurer à aller tout refaire ça ou les ignorer complètement? Bien, durant l'automne, je vous dirais qu'à Saint-Cy de l'année, là, c'est vraiment là que c'est important de donner un coup de grâce, si on veut, sur les salines parce que l'orignal a envie un peu de délaisser les salines, va commencer à rentrer un peu, si on veut, dans des prés rudes, va commencer à se sentir un petit peu plus. Donc, c'est vraiment là que c'est important de les garder aux salines, de garder leur attention en utilisant des produits très olfactifs comme la jam recette spéciale. Pourquoi elle plus que les autres? Parce que la jam recette spéciale, premièrement, c'est elle qui contient le plus de minéraux. C'est des minéraux qu'on a rajoutés dedans. Quand on la regarde, on voit très bien. Mais son odeur aussi. C'est une odeur qui résiste très longtemps, qui persiste même quand il y a de la pluie. Puis, je vous dirais que un coup mélangé au sel, la jam recette spéciale, même s'il n'y a plus de sel sur votre saline ou dans votre poids minéraux, le bois continue à sentir la recette spéciale parce que c'est vraiment une odeur qui reste imprégnée, je vous dirais, dans le bois. Faut y aller avec des odeurs des produits qui sont à base d'urine. L'automne, c'est vraiment important d'y aller avec des produits à base d'urine. Pourquoi? Pour garder l'attention du gibier. Ouais. Donc, la jam spéciale, elle va vraiment rester dans le bois, mais les produits à base d'urine, eux autres vont garder l'attention du gibier. Oui, effectivement. Et puis là, à partir de là, comme tu le dis, avec le bois, ça s'imprègne et tout. Et tu dis base naturellement d'urine, c'est justement pour, comme tu dis, garder aussi ton boc dans le coin, hein?
Oui, c'est ça, pour garder le boc dans le coin. Dans le fond, il n'y a pas d'urine, je vous dirais, en rut là-dedans ou de femelle en chaleur. Les produits qui sont faits à base d'urine, nous autres, c'est les urines qu'on récolte parce que nous autres, on reprend les urines qui n'ont pas été vendues dans les magasins l'année d'avant. Donc, vous êtes sûr que si vous prenez des produits Buck Hunter, les urines Buck Hunter, vous allez toujours avoir des urines fraîches. Parce que nous, on les reprend et on fait les produits comme le Bull Slash ou le Buck Slash ou la dernière poudre. C'est des produits qui sont faits à base d'urine de l'année d'avant qu'on a repris des magasins pour s'assurer que vous avez des urines fraîches. Mais aussi, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces produits-là, c'est qu'on veut qu'ils sentent l'urine. Mais ils sont pas nécessairement en chaleur ou en rut. C'est des urines recyclées, si on veut. Donc, on sait que des vieilles urines sentent beaucoup et c'est ça qu'on veut reproduire avec ces produits-là. Oui, effectivement. De là l'importance, comme tu l'as bien mentionné, justement, on n'a pas un produit qui a la chance, si on veut, d'être éventé ou un produit qui peut avoir tourné. C'est toujours un produit frais qui est sur les tablettes. Tout ce que Buck Hunter envoie est frais, là. C'est pas rien qui est là depuis 1 an ou 2, ces tablettes, là, comme Véronique le mentionne. Ça, c'est très important aussi. Parce qu'on le voit souvent, parce que ça nous est tous arrivé. On va arriver dans un magasin en grande surface, croyant économiser. Et puis on va voir des produits qui sont là et puis les produits des fois en tout cas on regarde un peu puis on demande au petit vendeur. Le petit vendeur sait pas de quoi ce qu'il parle, il sait pas depuis quand que c'est là. Moi c'est ces tablettes là depuis que je travaille ici. Comment ça fait de temps de travailler ici? 4-5 ans. C'est ça. C'est des fois faut faire attention parce que puis premièrement, il n'y a aucun de tes produits qui est dispendieux. Mais comme tu le disais, là, donc toi, tu préconiserais qu'on aille faire un tour à nos salines et puis que là, il faut vraiment y donner un petit coup, là. Oui, c'est ça. Faut vraiment que vous continuez. Faut surtout pas que vous arrêtez de mettre de l'odeur. C'est là que c'est encore le plus important. On appelle ça un peu le pré-rut de saline. C'est vraiment important de garder nos gibiers là. Puis la façon de le garder, c'est vraiment d'y aller avec des odeurs qui vont capter son attention. La dernière poudre, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que c'est un produit aussi qui est fait à base d'urine, comme je vous ai dit, mais c'est un produit qui va être efficace le matin vers 8h30, 9h. Vous allez voir, vous savez, le soleil sort, les odeurs, on dirait qu'ils ressortent. Et d'où la dernière poudre qui est intéressante, c'est que l'odeur de l'urine va ressortir avec le soleil le matin. Puis souvent, ça va faire sortir les bocs plus le jour. Ça va capter leur attention, ils vont sentir ça parce que souvent ils sont couchés pas loin. Ils vont sentir l'odeur de l'urine qui ressort avec le soleil. Et j'ai posé beaucoup de bocs matures qui ont sorti vers 8h30, 9h quand que l'odeur de l'urine va ressortir. Oui, effectivement. Et puis, il y a une autre chose aussi que je voudrais parler justement en terminant, là, c'est que on a notre fameux code rouge aussi, là, chevreuil, qui va être disponible cette année. Oui, le code rouge chevreuil va faire son apparition sur vos tablettes de magasin cette année à la bonne heure de beaucoup de chasseurs de gros bocs matures parce que ça, c'est vraiment une urine de mâle tarsal qu'on a mis à l'intérieur complètement pure. Donc, vous avez 100 ml d'urine pure de boc. Je vous dirais qu'avec ça, là, c'est le maximum qu'on peut mettre de qualité là pour aller chercher les gros mâles matures, là. Le code rouge chevreuil là, va être une excellente urine pour avoir travaillé avec depuis 2 ans là, pour aller chercher les gros mâles. Là. Oui, exactement. Écoute, Véronique, tout en terminant, si on veut avoir plus d'informations sur Buck Hunter ou poser des questions carrément à Véronique Lévesque, on le fait de quelle façon? Oui, ben vous pouvez venir nous voir sur notre page Facebook Buck Hunter. On a toujours notre concours là de notre code rouge orignal qui a été vu à plus de 67 000 fois et 1200 fois partagé. Donc, c'est un concours vraiment à grande échelle, je vous dirais. Donc, vous pouvez venir nous poser des questions aussi sur notre page Facebook. On est très actifs là-dessus. Ou vous pouvez aller voir notre site web qui est www.buck-hunter.ca.
J'ai mis encore quelques magasins à jour là dans les points de vente, mais sinon là vous avez une bonne idée d'où ce que vous pouvez trouver nos produits. Superbe. Donc merci beaucoup Véronique, et nous naturellement on se retrouve la semaine prochaine pour une autre excellente chronique avec Madame Véronique Lévesque de la maison Buck Hunter. Bonne semaine Véronique. J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser. Qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre. Peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement Plein Air. Simplement Plein Air, c'est pour les amants de plein air. Voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse pour cette semaine. Comme le dit si bien le vieil adage, vous avez aimé cette édition de Simplement Plein Air? Eh bien, dites-le à d'autres, qu'ils le disent à d'autres et qu'ils le disent à d'autres. Rappelez-vous qu'il est toujours possible de venir nous rejoindre sur notre site www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca ou consulter notre page Facebook @Simplement Plein Air. Bonne semaine et à la semaine prochaine! Simplement Plein Air.